Alors aujourd'hui, on va se poser justement une question qui est super importante, qui est Facebook est-il vraiment nécessaire pour mon entreprise? Alors pourquoi j'ai choisi ce sujet de webinar? Je me suis rendu compte en intervenant dans des organismes de formation que les professionnels qui venaient pour apprendre les réseaux sociaux, lorsque je faisais un petit sondage, je leur demandais, bon, bah, quelle est votre entreprise et sur quels réseaux sociaux êtes-vous? Et en fait, la plupart du temps, on me répond, alors, je suis sur Facebook, peut-être d'autres réseaux sociaux, mais Facebook arrive en premier. Et là, je pose la question, mais pourquoi? Et là, en règle générale, les interviewés restent quoi? En se disant, bah, en se disant, de toute manière, il y a tout le monde sur Facebook, donc c'est important pour mon entreprise. Alors, bien entendu, c'est un peu plus compliqué que ça. Je suis pas toujours d'accord. Je pense que Facebook est un super outil au service des entreprises et de la visibilité des projets, mais je pense aussi que cette plateforme a des limites. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble derrière. Vous soyez en mesure de saisir les avantages et les limites de la plateforme pour être en mesure d'effectuer les bons choix de leviers réseaux sociaux et donc gagner du temps et surtout de l'énergie. Les réseaux sociaux, c'est pas mal d'énergie investie. Lorsqu'on en a plusieurs, on a tendance à multiplier, c'est exponentiel, ces dépenses d'énergie. Donc, déjà faire le bon choix à la base, je pense que ça vous permet de gagner du temps et donc de l'argent pour votre entreprise ou votre projet. Facebook, rapidos, j'ai quelques chiffres qu'on appelle des milestones, donc des très gros chiffres. Facebook, c'est 2,6 milliards d'utilisateurs dans le monde. Donc, déjà, c'est la plateforme numéro 1. Elle existe depuis 2004. Il y a un super film là-dessus qui s'appelle The Social Network, qui concerne l'ascension de cette plateforme et de Mark Zuckerberg, si vous voulez le regarder. Quel avantage ça a? C'est qu'aujourd'hui, on peut s'adresser à beaucoup de monde, bien entendu. Le deuxième, c'est que ça a une vraie dimension internationale, que n'ont pas certains réseaux, qu'ils soient physiques ou online. En France, c'est 35 millions d'utilisateurs. C'est la moitié des Français. Alors, bien entendu, c'est certaines populations en particulier qui vont exploiter ce levier-là, et on va en reparler un petit peu plus tard, mais il y a quand même 35 millions d'utilisateurs en France, soit un utilisateur sur deux. Et il y a 30% des personnes qui n'utilisent pas Facebook qui vivent avec un conjoint ou avec un membre de la famille qui a Facebook. Donc en fait, Facebook fait vraiment partie de notre quotidien aujourd'hui et dans le quotidien de tous les Français. C'est 37 minutes d'usage quotidien. C'est énorme en termes de temps d'attention et court en même temps parce que sur 37 minutes, on est soumis à tellement de contenu en tant qu'internaute. Vous, comme moi, on est des utilisateurs de Facebook ou non. Hein, d'ailleurs, il y en a peut-être qui n'utilisent pas Facebook dans la salle. Mais 37 minutes, c'est à la fois assez long passé sur un réseau social. Et en fait, on est soumis à tellement de contenu que derrière, va être divisé par rapport au nombre de contenus qu'on va voir. Facebook aujourd'hui est une plateforme que j'appellerais généraliste, c'est-à-dire qu'on trouve beaucoup de contenus différents, des formes de contenus très variées et des thématiques de contenus très variées. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est un atout pour les entreprises, c'est qu'aujourd'hui il y a peu d'entreprises à qui je ne recommanderais pas forcément d'utiliser Facebook. Et surtout, il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent y trouver leur compte parce qu'on y trouve toutes les thématiques de discours et toutes les thématiques métiers. Un petit exemple déjà, ceux des laboratoires Lodavier. Alors, c'est des laboratoires spécialisés dans la phytothérapie, la médecine par les plantes, qui ont développé une gamme de produits à base de plantes qui s'appelle Calmosine, donc contre les troubles bénins de la petite enfance. Et donc, Lodavier, ce laboratoire, c'est un système un peu particulier. Leurs clients, eux, directs, ce sont les pharmaciens. Mais finalement, les consommateurs finaux, ce sont les mamans et les bébés, mais c'est les mamans qui vont acheter ça dans la pharmacie. Donc, en fait, les laboratoires Lodavier, ils ont tout intérêt à créer le lien avec cette communauté de parents, de pères et de mères d'un premier enfant, via les réseaux sociaux, parce que l'objectif final, c'est qu'un parent qui rentre dans une pharmacie en fonction des problèmes qu'il rencontre avec son enfant en bas âge, ben, il choisisse Calmosine et pas un concurrent. Et pour ça, c'est important d'avoir acquis de la notoriété auparavant, donc d'avoir une certaine portée de voix, d'avoir une vraie mémorisation de marque. Et la mémorisation de marque, ça passe par une forte portée, mais aussi une bonne image. Et aujourd'hui, Lodavier exploite Facebook et Instagram comme leviers principaux de communication. Donc sur ces deux plateformes, on va viser à peu près le même persona ou la même audience cible, celle des mères d'un premier enfant.
En second plan viendra le père d'un premier enfant. Parce que bonne nouvelle, les pères d'un premier enfant s'investissent de plus en plus dans la charge mentale liée à la parentalité. Mais en tout cas, on va essayer de différencier un petit peu les contenus. Pourquoi? Parce qu'on n'attend pas forcément la même chose sur une plateforme ou sur une autre. C'est la première leçon qu'il faudra retenir de ce webinaire. C'est que investir plusieurs plateformes, ok, mais il faut vraiment adapter son contenu. Donc sur Facebook, on va avoir un discours un peu plus didactique. Donc on va publier des infographies, des études, des données mises en forme, des tips, donc des conseils, des astuces, peut-être plus de vidéos, de partage d'expériences, de partage d'informations par des experts partenaires, des experts dans la pédiatrie, dans la phytothérapie, etc. Donc un format plus didactique d'apprentissage et de transmission d'informations. Et sur Instagram, là, on va être sur un format où on va être sur quelque chose de plus esthétique, avec une information peut-être un petit peu moins technique, plus accessible et plus ludique. Voilà. Mais Facebook, aujourd'hui, c'est 4000 abonnés, avec une portée qui peut aller entre 2000 et 10 000 personnes atteintes sur des posts qui vont plus ou moins bien marcher. Mais c'est également un moyen de récolter des avis parce que maintenant donc depuis quelques années, mais ça a changé récemment, on appelle ça les recommandations. Sur les pages Facebook, on peut avoir des recommandations de la part des consommateurs. Donc là, il y a encore un système de notes sur Facebook, c'est encore en train d'évoluer un petit peu pour aller vers la recommandation. Et ça, c'est assez positif parce que lorsqu'on a une entreprise qui a ses processus bien rodés en interne et un produit qui est déjà assez développé et assez mature, on est généralement à peu près certain qu'on va avoir avant tout des retours positifs. Et ça, c'est un élément de réassurance. C'est un élément de réassurance parce que un laboratoire, c'est quelque chose qui peut faire assez peur pour des parents. C'est normal, on ne donne pas n'importe quoi à ingérer à un nourrisson. Donc, le fait d'avoir ces réseaux sociaux-là, ça permet de créer un lien et de démystifier un petit peu le laboratoire, surtout qu'il y a une vraie équipe qui est super sympa, agréable et qui partage beaucoup derrière ces laboratoires Lodavi. C'est une équipe d'une vingtaine de personnes qui aiment beaucoup leur métier. Donc, ça permet vraiment de démystifier le laboratoire. En plus de ça, ça permet d'apporter du conseil à la communauté et en même temps, la communauté le rend et devient ambassadrice parce que la communauté va donner des avis positifs qui va permettre aux parents de faire leur choix et donc Calmosine peut-être d'améliorer son image derrière. Un exemple typique de publication qu'il peut y avoir sur ce compte-là. Donc là, c'est une publication que leur community manager a réalisée. Avant 5 ans, vos enfants ne peuvent pas contrôler leur colère. Donc c'est un focus sur la petite enfance, sur une info, et qui envoie vers un article de papapositif.fr qui pourrait vraiment rendre service ou intéresser la communauté de parents qui suit la page. Et là, on voit que ça marche plutôt pas mal parce qu'il y a 42 réactions, 10 commentaires, 29 partages. En fait, les parents estiment que c'est une information et leurs amis, parents ou leur entourage, donc le repartage. Et en distribuant une information qui intéresse vraiment la communauté derrière, la marque Calmosine bénéficie d'une notoriété qui est accentuée. Et là, on a touché presque 2800 personnes avec ce post, en partageant simplement un article. Piloting, nous, on est à fond sur les réseaux sociaux, c'est normal, c'est notre métier. On est avant tout, et vous avez dû le voir avec Julien, on est à fond les ballons sur LinkedIn. Moi, j'utilise beaucoup Facebook et Instagram pour le perso et d'autres réseaux sociaux. Pour Piloting, on utilise également Facebook. Alors Facebook, on va pas forcément distribuer la même information que sur les autres réseaux sociaux. C'est un peu l'erreur d'ailleurs qu'on a fait ces derniers temps. Et je préfère le partager avec vous. En ce moment, on fait beaucoup de webinars. Et en fait, vous pouvez voir d'ailleurs ma petite tête qui dépasse avec mon bonnet rouge de marin. Et c'est un post qui communique sur ce webinar qu'on est en train de réaliser. Et en fait, on a multidiffusé cette publication. Et en fait, on se rend compte que sur les 4, 5, 6 dernières publications de webinars qu'on a réalisées, en fait, ça intéresse pas forcément les gens. C'est pas que ça les intéresse pas, parce que sur LinkedIn ou sur Twitter, on va avoir de super réactions et c'est super agréable parce que du coup, là, on va pouvoir discuter et en parler aujourd'hui. Et on a des participants à nos webinars. Mais en fait, sur Facebook, notre communauté d'abonnés, on a 1500 abonnés à peu près sur cette page-là, ne vient pas pour chercher cette information. Souvent, on vient sur Facebook en phase de détente, donc on attend un contenu qui soit peut-être un peu plus ludique et un peu moins technique. Donc, on vient pas forcément sur Facebook pour monter en compétences. Alors, c'est pas vrai pour tout le monde. Par exemple, moi, je suis abonné, c'est mon métier, je suis abonné à plein de groupes Facebook sur lesquels j'apprends plein de choses, du partage de ressources, du partage de conseils web marketing. Je pourrais vous en recommander si vous le souhaitez. Mais quand je viens sur Facebook pour
en règle générale, c'est pour le perso, c'est pour échanger avec mes copains, avec ma famille, et je viens pas forcément chercher des webinars sur le web marketing. Voilà. Et c'est plus le cas, c'est un cas qui se généralise en fait. Mais sur Facebook, on va publier, et c'est ce qu'on fait d'habitude, toutes les infos sur la vie de l'agence. On va essayer de communiquer sur les événements internes qu'on va organiser, sur les nouvelles choses qu'on va développer, sur les nouveaux arrivants, sur des choses qui touchent plus à notre personnalité, à la personnalité de chacun dans l'agence, à l'image qu'on veut renvoyer aussi, à cette image de marin, etc. Et on va beaucoup plus jouer sur ce côté ludique sur Facebook. Bumper, j'essaie de vous prendre vraiment des entreprises qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre pour vraiment essayer de voir comment on peut adapter cette plateforme à son utilisation. Bumper, c'est une entreprise qui m'intéresse beaucoup. C'est une agence immobilière qui casse un petit peu le modèle des agences immobilières, je trouve, à ce jour. Et Bumper, ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux pour faire leur communication. Alors, ils sont très bons sur Instagram, mais ils utilisent beaucoup Facebook aussi. Et à l'instar de toutes les autres agences immobilières classiques, ils utilisent Facebook pour récolter des avis positifs. Et là, qu'il y a 14 recommandations et 40 avis sur le screenshot. Et ça, aujourd'hui, c'est un vrai avantage concurrentiel dans l'immobilier et pour les agences immobilières. Moi, je me suis retrouvé dans cette recherche d'appartement il y a 1 an à peu près. Et honnêtement, lorsqu'on voit les avis, c'est jamais très reluisant. Et eux, ils ont réussi vraiment à tirer leur épingle du jeu en récoltant des avis positifs et en développant l'interaction et la relation avec leur communauté d'abonnés. Et c'est la première chose qu'on voit en arrivant sur la page. Hein. J'ai cliqué sur rien, je suis arrivé sur la page Bumper et la première chose qu'on voit en arrivant, c'est mention spéciale à Aurélie, travail sérieux et efficace. Ou alors, bravo pour cette approche originale et novatrice. Ça fait quand même chic et classe d'arriver dans une boutique, si on peut parler de vitrine aujourd'hui, et d'avoir des clients qui vous disent oh, rentrez dans cette boutique, c'est vachement bien. Donc ça en soi, je trouve ça assez fort, même si ça reste un levier parmi ceux qu'ils ont exploité. J'intervenais il y a quelques mois qui voulaient se lancer sur les réseaux sociaux parce que tout le monde n'en avait pas au même point dans sa transition digitale. Et en fait, j'intervenais justement sur LinkedIn, mais je mettais également un moment, j'ai fait un petit focus sur Facebook en disant attention, vous avez rien que dans la région une quarantaine d'agences. Vos agences, il va falloir essayer de les responsabiliser et peut-être les former à l'utilisation, à la gestion et l'administration d'une page Facebook. Parce qu'aujourd'hui, en tant que jeune utilisateur ou en tant qu'utilisateur tout court, on va directement voir sur Facebook, sur les groupes de location de Facebook, etc. Parce qu'il y a des groupes également d'utilisateurs, mais on va voir les avis qu'il y a sur les agences immobilières sur Facebook. Alors, je cherchais des exemples et j'ai pensé à mon coiffeur. Je dois bien lui rendre ça, c'est grâce à lui que je peux faire des webinaires devant vous en n'ayant pas une coiffure complètement hirsute. J'étais jamais allé voir leur page Facebook, sauf une fois pour aller chercher leur adresse il y a 6-7 ans en fait. Et c'est aussi ça, un des avantages de Facebook, c'est que lorsqu'on a un commerce en brick and mortar, hein, vraiment en physique, en dur, Facebook est un super moyen d'attirer du trafic en magasin. Quand vous tapez le nom de la boutique ou de l'entreprise sur Google, la première chose qui va ressortir, c'est soit le LinkedIn, enfin c'est les réseaux sociaux en règle générale. Et lorsqu'on clique sur le lien de la page Facebook, on arrive et on peut cliquer directement sur l'adresse pour avoir l'itinéraire, sur le numéro pour les appeler, sur envoyer un message pour prendre un rendez-vous. Donc ça va assez vite. Eux, ils ont 29 avis. Donc de 29 utilisateurs, 5 sur 5, donc en plus pour l'image, c'est super. Et ils vont communiquer sur la vie de l'agence, sur la vie de leur salon, sur les vidéos qu'ils vont réaliser, parce qu'ils produisent beaucoup de contenu visuel, ils sortent des collections, etc. Donc c'est un super bon moyen pour eux d'attirer et d'améliorer son image auprès d'une certaine communauté d'utilisateurs ou d'utilisatrices. Listar, complètement différent. Listar, c'est l'Institut français de recherche sur le transport et l'aménagement du territoire, pour lequel on a travaillé il y a quelques mois. On a travaillé pendant 3 mois, en fait, pour essayer de remettre sur les rails une vraie stratégie digitale et mieux exploiter la ligne éditoriale et les leviers sur lesquels on allait la diffuser. Et on a fait un choix, c'est ils avaient un peu laissé tomber Facebook et on a remis un petit coup de frais là-dedans. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une communauté de chercheurs qui va effectuer des recherches très intéressantes qui impactent notre quotidien à tous. Donc, ils vont par exemple légiférer
recommander le ministère de l'écologie et de l'aménagement du territoire dans la législation relative aux trottinettes, aux drones, aux véhicules autonomes. Donc, c'est quelque chose qui nous touche tous au quotidien. Et la communauté de chercheurs, pour être super honnête, c'est pas les plus forts pour communiquer sur leur propre travail. Donc, on leur a donné des petits outils, on leur a designé des publications, on leur a proposé des outils pour mieux communiquer sur Facebook auprès du grand public pour que leur travail soit reconnu et mieux compris. Facebook, c'est aussi 1,4 milliard d'utilisateurs de Facebook qui utilisent des groupes chaque mois. Il faut savoir que sur Facebook, il y a des groupes d'utilisateurs. Je trouve que Facebook, c'est encore un des meilleurs moyens, ou en tout cas la plateforme qui propose les meilleurs moyens pour créer des micro-communautés. Alors, micro, quand je dis micro, ça va d'une communauté de 10 personnes qui va être votre groupe d'amis à une communauté de plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc, micro-communauté, ça dépend comment on l'entend. Donc, Facebook propose un outil qui s'appelle le groupe qui permet de fédérer des utilisateurs autour de centres d'intérêt communs. Donc, par exemple, il va y avoir différents types de groupes. Il y en a un que je squatte pas mal avec Julien Deromo, ça va pas vous étonner, ça va être French Startup, où là, on a combien d'internautes? On a 33 000 membres sur French Startup. Et ce groupe, en fait, chaque utilisateur peut poster et amener ses propres contenus avec différentes règles de modération. Chaque groupe a ses propres règles. C'est les administrateurs qui vont décrire les règles en disant il y a le droit de faire ça, il y a le droit de partager ça, ou il n'y a pas le droit de faire ça, il n'y a pas le droit de partager ça. Et donc, chaque groupe va avoir ses propres contenus. French Startup, c'est tous les contenus qui concernent les startups françaises, des gens qui ont des questions relatives à la législation, à la forme de leur entreprise, aux nouvelles techniques pour développer sa startup. Voilà, ça peut être très, très large. Mais il y a plein d'autres groupes différents. Il y a des groupes sur tous les centres d'intérêt. Par exemple, Maman et Future Maman, les débuts de l'aventure. Ça, c'est un groupe qui permet aux mamans de poser des questions à d'autres mamans avant ou après l'arrivée d'un enfant. Et ça peut être super intéressant aujourd'hui pour une entreprise d'administrer un groupe comme ça parce qu'on se positionne en tant qu'administrateur. On se positionne en tant qu'expert sur cette thématique-là. C'est l'entreprise qui initie un mouvement et qui après va inciter d'autres utilisateurs et fédérer ces utilisateurs autour d'une thématique commune. Et derrière, ça peut avoir de super répercussions. Bricolage, travaux et conseils, ça va être un groupe dans le DIY, donc où les membres échangent des conseils et astuces dans le bricolage. Donc là, on est presque à 40 000 membres. Et vous avez Schneider de House, où là, c'est un groupe, par exemple, rien à voir, de partage de musique spécialisé dans la house music. Donc ça, c'est des exemples pour vous montrer qu'il y a vraiment toutes les thématiques de contenu et d'intérêt sur Facebook et qu'on peut vraiment arriver à y trouver son compte, arriver à trouver sa communauté, en tant qu'entreprise, créer sa communauté et en tant qu'utilisateur, rejoindre une communauté. À vous derrière d'utiliser ces outils pour améliorer la notoriété et l'image de votre entreprise. Il y a également quelque chose de super pratique sur Facebook, ce sont les événements. C'est le seul média social à le proposer aujourd'hui. Par si je me trompe, mais je pense pas, non, c'est bien le seul média social à proposer les événements. Alors, les événements, c'est des pages spécifiques qu'on peut créer en tant qu'utilisateur ou en tant qu'entreprise avec une page et qui permet de communiquer sur un événement avec un nom visuel, envoyer un lien vers une billetterie. Là, par exemple, c'est le festival Le Bon Air, qui est un festival de musique qui se déroule à Marseille l'année dernière, cette année d'ailleurs aussi, mais bon, sous format online. Moi, l'année dernière, je l'ai découvert grâce à Facebook, parce que j'ai des copains qui avaient mis qu'ils étaient intéressés par cet événement, parce qu'il y a deux choix, celui d'être intéressé, de signifier son intérêt, et également celui de participer, de signifier sa participation. Alors, quand on clique sur participer, ça ne veut pas dire qu'on va y aller pour de vrai. Tant qu'on n'a pas acheté le billet, ça ne veut pas dire qu'on y va. Donc, mais en tout cas, ça fait quand même des indicateurs de performance qui vous permettent de mesurer votre retour sur investissement. Et on a le nombre de participants, le nombre d'intéressés, et ça permet de communiquer et de gagner vraiment de la notoriété, de faire gagner en notoriété à cet événement-là. Après, libre à vous d'utiliser cet outil dans le contexte que vous souhaitez. Je pense notamment au Blend Web Mix, qui est le plus gros événement du digital à Lyon, qui cette année ont créé un événement Blend Web Mix 2020 sur Facebook, qui va leur permettre de communiquer sur leur événement. Moi, j'en ai organisé plein des événements. J'ai une grosse passion pour la musique. Autant vous dire que la musique et la culture, ça passe beaucoup par l'événementiel. Notamment à Lyon, la communauté locale s'abonne très facilement à ce genre d'événements et ça permet de générer du trafic sur les événements, ce qu'on appelle du Web to Store, comment transformer de la visibilité Internet en trafic client, en magasin ou en événement.
Alors, la question qui tue, B2C ou B2B? Alors, sur Facebook, dans tous les cas, ça sera plus simple de communiquer si on s'adresse à une clientèle B2C. Après, Facebook, c'est pas parce que moi, Paul Fresnel, qui suis consultant en web marketing et en réseaux sociaux habituellement, je vais sur Facebook en phase de détente, ça veut pas dire que j'enlève ma marinière, que je ne travaille plus chez Pilotine et que je m'intéresse plus à mon métier. Ça veut juste dire que je suis dans une phase où je veux plus me détendre. Et j'attendrai pas forcément le même type de contenu. Je vous donne un exemple. Il y a HubSpot qui est une solution pour les marketeurs, c'est un logiciel pour les marketeurs, que je vais plus suivre sur Twitter ou sur LinkedIn. Bah, sur Facebook, ils ont été très malins. L'autre jour, ils m'ont envoyé une publicité où ils me proposaient de télécharger un livre blanc avec tous les chiffres concernant Instagram de 2019. Bon, je me suis dit, OK, ça peut être sympa, j'ai un petit moment là, comme ça, je suis chez moi le samedi, je peux éventuellement lire ces chiffres, ça m'intéresse, ça va venir me nourrir mon métier, c'est un truc plutôt ludique en fait. Je me dirais peut-être que je vais constater qu'il y a un hashtag qui marche bien. Et bah, ils en ont profité pour me demander mon adresse mail et commencer à me prospecter derrière. Mais en fait, leur contenu était bien amené. C'était un contenu qui était pas trop technique, assez ludique, avec une petite publication sympa en phase. Bon, bah, vas-y, pourquoi pas. Par contre, c'est vrai que il m'aurait proposé de me vendre HubSpot, une solution ultra technique, etc., directement sur Facebook, c'était pas le moment, quoi. Mais là, c'était plutôt bien amené. Pilotine, par exemple, nous, on est complètement sur Facebook, hein, et on travaille 100% sur du B2B. Ça va nous permettre de communiquer sur notre image, de discuter avec nos clients. C'est assez marrant parce que je me retrouve à discuter en commentaire avec mes clients. Et ça me dérange pas du tout qu'ils voient mes différents profils. Hein. Il y a pas de problème pour ça. Et puis surtout, j'ai bien sécurisé et mis en confidentialité ce que je voulais, qu'il soit plus confidentiel. Donc, B2C, c'est plus simple en termes de création de contenu, de visuel et d'audience. B2B, pourquoi pas, mais va vraiment falloir adapter son contenu. Facebook, c'est nécessaire aujourd'hui si je touche une cible de 25 ans et plus, si j'ai un contenu assez varié et si j'ai besoin de générer du trafic sur mon site ou en magasin. La grande règle d'or, c'est je dois me positionner là où mon audience est en posture d'écoute ou de recherche. OK, pourquoi pas communiquer sur Facebook en B2B, hein, mais à quel stade d'écoute est mon audience à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle est prête à écouter? Et est-ce qu'elle est vraiment déjà sur Facebook? Les avantages et les limites de Facebook, alors il y en a plusieurs, vraiment, c'est le cas pour tous les médias sociaux, il y a toujours des avantages et inconvénients. Les avantages, c'est le nombre d'utilisateurs, on peut toucher beaucoup de monde. Par contre, en revanche, il y a un retour de bâton, c'est que c'est un média social très généraliste. Donc c'est vrai que si on est sur un marché de niche, on risque d'être un petit peu perdu auprès du marché déjà existant. Si on veut générer du trafic sur son site web, l'avantage de Facebook, c'est qu'on peut publier des liens et que Facebook offre pas mal d'outils pour générer du trafic vers son site internet. C'est pas le cas de tous les réseaux sociaux, je pense, notamment là, Instagram n'aime pas trop qu'on sorte de sa plateforme et limite les possibilités de générer du trafic vers son site web. Donc, si l'objectif aujourd'hui pour vous, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, c'est de transformer vos internautes et vos curieux en clients, bah, le but c'est de les ramener sur votre site web. Et bah, dans ce cas-là, n'hésitez pas à utiliser Facebook et à adapter votre communication en fonction. En revanche, il faut savoir que Facebook aujourd'hui est de plus en plus délaissé par les jeunes audiences. Alors attention, il y a une légende, et c'est n'importe quoi, qui dit que Facebook va mal, Facebook est en train de mourir, etc. Alors ça, je peux vous garantir que c'est absolument pas vrai. Facebook, c'est jamais aussi bien porté, que ça soit clair. Hein. Vraiment, que ça soit en termes de chiffre d'affaires et de nombre d'utilisateurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle ce que j'aime bien appeler le phénomène de la chambre d'adolescent. C'est-à-dire que il y a un moment, on n'a pas envie que ses parents, quand on est adolescent, on veut fermer la porte de sa chambre pour pas que ses parents rentrent. Et ben sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Avant, moi, il y a 10 ans, je me suis mis il y a 10 ans sur Facebook. Il n'y avait pas mes parents. Bon, aujourd'hui, je suis super content d'avoir mes parents sur Facebook. Il n'y a pas de problème. Mais je le vois avec les communautés, mes étudiants plus jeunes. Bah, leurs parents sont arrivés sur Facebook, les générations un petit peu plus âgées, et ont commencé à plus ou moins bien utiliser Facebook, puis très bien utiliser Facebook. Et en fait, les jeunes ont besoin vraiment d'espace à eux et d'échanges à eux.
Donc, on les a vus d'abord passer sur Snapchat. Ensuite, on les a vus repasser sur Instagram. Et là, en ce moment, ils sont en train de complètement passer sur TikTok et TikTok est en train d'exploser. Alors, ça ne veut pas dire que les jeunes ne sont plus sur Facebook, mais c'est vrai qu'ils vont accorder moins de temps à cette plateforme-là. Il y en a beaucoup qui n'ont plus du tout, même pas de profil Facebook, pour privilégier le temps qu'ils vont passer sur TikTok, sur Snapchat ou sur Instagram. Alors, l'avantage de Facebook, c'est que on peut publier un peu tout ce qu'on veut. On peut publier des articles, donc des liens vers son site web aussi. On peut publier des photos, on peut publier des illustrations, on peut publier des vidéos, on peut faire des lives, on peut publier des sondages, on peut publier des GIFs. Donc, on peut vraiment publier plein de formats de contenu différents. Donc, il n'y a pas trop de contraintes graphiques déjà pour ça, même s'il va falloir respecter certains formats, certaines dimensions, etc. Mais au contraire d'Instagram, où Instagram, on a une grille, il faut que la grille soit jolie. Bah, Facebook, on aura un petit peu moins ce problème-là parce que même si les publications doivent être jolies, attractives, etc., comme c'est de haut en bas, on a moins de problèmes de cohésion graphique. Voilà. Donc, l'impact graphique, en revanche, sera réduit parce que si on fait moins d'efforts et que on a moins de visuels, dans ce cas-là, c'est vrai que l'image passera moins par le graphisme que sur un Instagram, par exemple, qui est complètement 100% sur le visuel où on arrive, il faut qu'on fasse waouh en arrivant sur le compte. C'est un peu moins le cas sur Facebook, on va se faire waouh en consultant le contenu. L'avantage de Facebook, ça va être les groupes Facebook qui permettent de créer des communautés assez faciles, assez rapidement quand ça fonctionne bien. Parfois des communautés autogérées. Hein. Je dis souvent qu'un groupe Facebook qui marche bien, c'est un groupe Facebook où les utilisateurs publient eux-mêmes et vous n'avez même plus besoin de vous en occuper. La communication événementielle sur Facebook est pas mal développée. À savoir qu'il y a des fonctionnalités en ce moment en test sur Instagram que j'ai vu popper par-ci par-là, mais auxquelles on n'a pas encore accès, en tout cas en France. Ou sur Instagram, à mon avis, on va bientôt pouvoir faire des stories d'événements. À voir si ça va être lié à Facebook. Ah, c'est vrai que je l'ai pas forcément mentionné, mais un des gros avantages de Facebook aussi, c'est que c'est complètement lié à Instagram parce que c'est les mêmes entreprises sous la même holding. Donc en fait, vous pouvez lier votre compte Facebook d'entreprise, votre page entreprise et votre page entreprise Instagram. Ce qui vous permet, lorsque vous publiez sur Instagram ou sur Facebook, de publier sur les deux en même temps. Ou alors, lorsque vous faites des stories, donc c'est des formats de contenu périssables, donc vous allez prendre une photo qui va durer uniquement 24 heures, vous pouvez aussi la partager sur Facebook. Et ne sous-estimez pas l'importance des stories sur Facebook. J'ai fait vraiment beaucoup de tests et je me rends compte que sur 100% d'engagement et de réponse à mes stories, j'ai peut-être 20 à 30% qui vient de Facebook. Alors après, alors sur du personnel, hein, j'ai un gros réseau sur Facebook, un réseau un peu moins important sur Instagram. Les gens consultent plus, les internautes consultent plus les stories sur Instagram, mais Facebook, faut vraiment pas le négliger parce que derrière, ça augmente vraiment votre portée. En parlant de portée, il faut savoir que Facebook, alors il y a des changements d'algorithme très très réguliers, hein, mais ça fait à peu près 3 ans que la portée, donc le nombre de personnes atteintes par une publication de manière organique, donc naturelle, sans payer, le nombre de personnes atteintes est en décroissance. Il est de plus en plus difficile en tant qu'entreprise, si on n'a pas un contenu viral, d'être très visible sans payer. Facebook aujourd'hui, comment est-ce qu'il génère des revenus? C'est via leurs outils de ciblage et de publicité. Donc, en soi, Facebook a tout intérêt à baisser la portée naturelle des pages entreprises pour que les entreprises privilégient des outils payants. Donc, en soi, vraiment, on observe une baisse de la portée, donc ça demande beaucoup plus d'efforts en création de contenu, ça demande plus d'efforts parfois en termes de budget. J'ai tendance à recommander à mes clients de prévoir un petit budget sponsoring, donc de mettre un billet sur certaines publications pour qu'elles soient plus visibles. Et ensuite, donc des outils de ciblage très avancés. Donc, c'est vrai que la baisse de la portée va impacter la visibilité des pages, mais derrière, il y a des outils de publicitaires et de promotion extrêmement poussés, si ce ne sont pas les plus poussés du web. Facebook est une pompe à données absolument phénoménale et ce qui vous permet, vous, en tant qu'entreprise, de vous adresser via des critères de ciblage très précis à votre audience. Par exemple, c'est un sujet que je prends assez fréquemment parce qu'il est très simple. Il est extrêmement simple, via Facebook, d'envoyer une publicité. Je suis une boutique, je veux envoyer une publicité à toutes les jeunes femmes de 18 à 25 ans qui s'intéressent à la mode et plus particulièrement à la mode éthique et aux chaussures, de passage à Lyon de 14h à 18h le samedi après-midi et qui a un comportement d'acheteuse active.
Ça, c'est tout à fait possible de leur envoyer une publicité entre 14h et 18h le samedi après-midi, comme je voulais décrire. Donc, Facebook en soi est ultra performant au niveau du ciblage. Donc, ça peut être un moyen, au-delà d'avoir une page sur laquelle on distribue des contenus, d'envoyer un contenu très ciblé pour ne vous adresser qu'à des personnes qui s'intéressent vraiment à ce que vous racontez. Alors, une petite tendance toutefois, il faut savoir que, donc ça fait écho à ce que je vous disais tout à l'heure avec le temps, les jeunes qui passent de moins en moins de temps sur Facebook. Alors, il y a 3 minutes, une baisse du temps passé quotidien assez régulière depuis 2017. Pourquoi? Alors déjà parce que Facebook aujourd'hui, il y a eu un moment où c'est devenu un peu la poubelle du web. Facebook est en train de s'améliorer un peu en changeant son algorithme, mais on voit tout et rien sur Facebook. Alors j'adore les petits chats, il n'y a pas de problème, mais on vient pas forcément sur Facebook pour voir que des vidéos de petits chats. Et en fait, les internautes, j'ai pu le voir en live, hein, ça fait quelques années que je suis dessus, ont manifesté de moins en moins d'intérêt par rapport au contenu qui était diffusé parce que le contenu était trop généraliste et on avait accès à trop de contenus différents. Donc les internautes se sont tournés vers des communautés plus restreintes sur d'autres médias sociaux, sur Snapchat, sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn, pourquoi pas. Donc il y a ce premier phénomène de contenu qui a un peu désintéressé et frustré une certaine communauté d'internautes. Et puis aussi aujourd'hui il y a beaucoup plus d'offres et de choix en termes de réseaux sociaux. Hein. Je pense notamment à Pinterest qui est en train d'exploser, hein, à Who's dans les métiers du bâtiment, ça peut être Hello dans l'art, il y a SoundCloud dans la musique. Je vous parle même pas de YouTube qui a dépassé d'ailleurs Facebook, qui est passé de donc Facebook était le deuxième site le plus recherché sur le web après le plus tapé sur le web après Google. Maintenant Facebook est le troisième après YouTube, donc YouTube qui appartient également à Google et donc, il se livre une vraie concurrence à ce niveau-là. C'est pour ça que Facebook a énormément développé l'aspect contenu concernant les vidéos sur sa plateforme. Voilà, donc je pense que vous connaissez à peu près les tenants et les aboutissants, en tout cas vraiment les détails importants à connaître pour prendre vos décisions. Quelques questions à vous poser avant d'effectuer votre choix. Je pense que c'est toujours bien d'arriver après une présentation comme ça à se dire, bon, bah, quelles questions je dois me poser vraiment. Déjà, mon audience est-elle sur Facebook? Mon petit conseil, c'est n'hésitez pas à leur demander, n'hésitez pas à demander à vos clients, n'hésitez pas à demander à vos principaux intéressés ce qu'ils veulent entendre, ce qu'ils veulent écouter et ce qu'ils sont prêts à consommer comme contenu sur Facebook. Ensuite, mon contenu est-il bien adapté pour toucher mon audience sur Facebook? Là, ça revient à ce que je vous disais juste avant. Est-ce que mon contenu qui est un contenu technique, est-ce que je peux pas le modifier ou l'adapter pour qu'il soit un peu plus ludique sur Facebook? Est-ce que je vais changer son format? Est-ce que je vais changer le fond? À vous de voir et d'agencer, mais il va vraiment falloir adapter votre contenu à Facebook et aux attentes des utilisateurs. Et enfin, quelles sont mes capacités de production de contenu? Ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que se lancer sur les réseaux sociaux et n'importe quel média social, ça implique de créer du contenu. La création de contenu, ça demande des compétences, ça demande du temps. Quand on n'a ni l'un ni l'autre, ça demande de l'argent. Donc, c'est important de savoir comment vous allez vous organiser par rapport à ça. Et ensuite, comment vous allez vous organiser dans la publication. Alors, Facebook, bon, bien entendu, comme la plupart des médias sociaux, l'objectif, je vais pas vous mentir, c'est de publier un maximum. Sur LinkedIn, j'essaie de publier tous les jours. C'est pas facile, hein, je vous l'accorde. Sur Facebook, il faudrait y arriver. Mais mes clients, je leur recommande de publier un minimum 2 fois par semaine pour la simple et bonne raison qu'il y a un moment, si vous publiez le lundi matin à 9h, bah, il n'y a pas tous vos abonnés qui seront connectés à ce moment-là. Donc, même si la publication va vivre toute la journée, bah, le reste de la semaine, si vos abonnés se connectent, bah, va falloir essayer de s'adresser à eux. Donc, n'hésitez pas à essayer de republier le mercredi à midi, le vendredi à 16h, etc. pour essayer de capter l'attention de votre audience à différents moments de la semaine. Et surtout, essayez d'imposer une sorte de récurrence et de fidéliser votre audience au fil du rythme de vos publications. Voilà maintenant à l'abordage, on va pouvoir discuter ensemble si vous avez des questions auxquelles je serais ravi de répondre. Et j'espère vous avoir déjà apporté un max d'informations. Je vais arrêter le partage de mon écran. Alors, Anaé, quand je fais de la curation de contenu sur Facebook d'une page que je gère, ça marche mal. Pourtant, je donne les infos principales de l'article. Alors, déjà, il faut savoir que le lien, alors je ne sais pas si c'est la curation de contenu à base d'articles ou de liens, mais
Le Facebook déprécie les liens. C'est un contenu qu'il aime un petit peu moins parce que Facebook veut pas qu'on sorte de la plateforme. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il a tout intérêt à ce que vous restiez, que vous consommiez du contenu dedans pour consommer, pour générer des datas sur vous et pouvoir améliorer ses outils de ciblage et les vendre derrière aux entreprises, justement. Donc, les liens, ça marche un petit peu moins. Après, la curation de contenu, si ça marche mal, peut-être que ça résonne pas forcément aux oreilles de tes personas. Alors, je sais pas, c'est compliqué pour moi de juger quelles sont, et parce que je ne connais pas tes techniques et les méthodes que tu as employées. Il y a quelque chose qu'on utilise, nous, chez Piloting, c'est la conception de persona, et notamment les entretiens qualitatifs. C'est-à-dire que lorsqu'on va lancer une entreprise sur les réseaux sociaux ou qu'on va opérer une refonte des réseaux sociaux d'une entreprise, on invite des testeurs, en fait, et on leur pose des questions en leur disant, ben voilà, quelles sont les thématiques que vous aimez entendre sur ce sujet-là? Quelle est la forme des contenus que vous consommez le plus? Est-ce que vous aimez ce type de contenu? On leur montre même des exemples en leur disant est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? Est-ce que vous aimez cette couleur? Est-ce que vous n'aimez pas cette couleur? Et en fait, ça te permet déjà d'avoir des retours directement et de pouvoir l'améliorer. Parce que faut vraiment, il y a alors une règle d'or, c'est quelle valeur je vais apporter à mon audience. Si on apporte de la valeur, c'est un cercle vertueux et de toute manière, vous allez atteindre vos objectifs. Donc, je pense que c'est ça qu'il faudra peut-être travailler et pourquoi pas utiliser des outils comme Agorapulse ou Hootsuite. Moi, je préfère Agorapulse, qui permettent de mettre des tags sur les publications et d'avoir des statistiques sur les thématiques que tu vas distribuer. On le faisait beaucoup pour l'Istar, justement, où on publiait, on faisait 40 à 80 tweets par semaine, donc on avait besoin d'avoir des retours sur les thématiques qu'on publiait, et on mettait par exemple thématique véhicule autonome, thématique culture, thématique économie. Et en fait, ça nous permettait d'avoir des stats sur ce qui intéressait le plus notre communauté. Et FB plus ludique, tu as dit tout à l'heure que justement c'était plus didactique que Insta. Alors non, j'ai dit que pour l'Odavi, on avait utilisé Facebook de manière plus didactique et sur Facebook, en fait, on publie notamment des articles rédigés par des experts de la petite enfance. Et en fait, sur Insta, le trafic généré, enfin, comme je l'ai dit après, c'est plus compliqué de générer du trafic. Donc pour l'Odavi spécifiquement, on publie plus de liens et de contenu technique sur Facebook que sur Insta. Mais de toute manière, ils sont toujours présentés de manière assez légère, dans la forme des contenus, etc. Et on va essayer de rythmer et d'alterner des contenus assez techniques, mais qui intéressent beaucoup les parents. On le voit beaucoup sur les stats du site web, c'est assez dingue le trafic que ça génère. Et ce qui est super marrant de savoir, c'est qu'on s'est rendu compte via Google Analytics que les parents sauvegardaient les articles qui sont quand même assez mastoc pour les lire en août pendant les vacances parce qu'ils les gardent de côté, ça les intéresse vraiment, ils le consomment plus tard. C'est un comportement qui nous a un peu étonnés et que j'ai trouvé assez intéressant. Et on essaie d'alterner avec des publications plus ludiques sur des sondages, pour ou contre quelque chose, des vidéos un peu plus inspirationnelles, ce genre de choses. Ensuite, une question, est-ce que ça peut être intéressant de créer un groupe privé quand on est une marque? Ouais. Par exemple, un groupe de testeurs. C'est le cas avec Calmosine. Alors, pour être super honnête, on l'a pas encore activé. Enfin, c'est en train d'être activé, mais ça fait longtemps qu'il existe, mais il est il est assez mort. Mais ça peut être super intéressant pour avoir un groupe de testeurs, créer des ambassadeurs, des groupes d'influenceurs. Ça peut être un groupe de partage privé. En fait, l'intérêt du groupe privé, c'est il y a un filtre, reconnaissance parfois des utilisateurs et donc de fierté. Par exemple, il y a certains groupes qui vont filtrer en posant des questions. Par exemple, il y a des groupes web marketing que j'intègre et qui me demandent, voilà, quel est ton métier, tu travailles dans quelle agence? Alors pour eux, ça leur permet de faire de l'acquisition et de prospecter derrière, hein, il y a pas de secret, mais ça permet aussi d'avoir des groupes qui vont, où les utilisateurs vont être 100% engagés, quoi, et pas d'avoir des personnes qui traînent la patte parce que ça les intéresse moyennement. Alors, je suis marqué une marque de beauté naturelle. Je crée un compte pour commencer les produits de beauté naturelle. Ouais, bah surtout ça. En plus, j'ai une copine qui est ambassadrice pour une marque de beauté de soins naturels et bio. Et typiquement, je pense qu'avoir un groupe de testeurs pour ce genre de produits qui vont eux-mêmes créer du contenu derrière parce que tu leur files des produits, je pense que ça vaut vraiment le coup, hein. Et d'où vient ce mythe alors du fait que beaucoup de monde disent que Facebook est plus intéressant?
Bah en fait, il y a eu tous les hashtags Leave Facebook. Il y a eu beaucoup de scandales autour de Facebook, hein, donc ça a fait un peu flipper tout le monde. Déjà, il y a eu le scandale Cambridge Analytica avec Facebook qui récoltait des données via des prestataires qui les récoltaient des données frauduleuses. Il faut savoir qu'il y a 110 millions des données sur 110 millions de personnes dans le monde qui ont été récoltées par une entreprise prestataire de Facebook sans prévenir en fait les utilisateurs, et cette entreprise les vendait sur Facebook derrière. Donc ça a commencé à leur mettre une mauvaise réputation, quoi. Même si déjà de base Facebook avait une réputation assez sulfureuse. Ensuite, Facebook a menti sur les stats de ses vidéos. Il faut savoir que Facebook, pour concurrencer YouTube, Facebook a gonflé les statistiques des vidéos. Et en fait, les marketeurs se sont mis à publier des vidéos en masse sur Facebook et à privilégier Facebook pour faire les vidéos. Sauf que c'était pas vrai. Il y a une agence qui a fait, il y a une entreprise d'audit qui a audité Facebook justement, qui a dit mais attendez, c'est pas normal, nous on n'a pas les mêmes résultats que vous, quoi. Et Facebook a dit ah pardon, c'est vrai, on s'en était pas rendu compte, si tu parles alors qu'ils ont les meilleures data analyses du monde. Donc ça c'était pour concurrencer YouTube. Et en fait il y a eu pas mal de mouvements. Par exemple, Elon Musk, il a supprimé une page avec 1,2 million d'abonnés, quoi. Donc en fait on a l'impression que Facebook est en perdition. J'entends beaucoup de jeunes qui disent oh non, mais Facebook, parce que j'interviens auprès de classes parfois assez jeunes, hein, entre 20 et 60 ans. Hein. Mais les plus jeunes me disent ouais, moi j'utilise plus Facebook, du coup je recommande pas à une entreprise de le faire. Et ça c'est une très mauvaise idée. Ça veut dire que on se met pas dans la peau de l'entreprise. Il faut vraiment se poser la question et avoir les questions marketing. Quels sont mes objectifs? Quelles sont mes audiences cibles et quel est mon positionnement avant de faire un choix. C'est pas parce que moi j'utilise pas un média social que je vais pas le recommander à une entreprise. Du coup, tu conseillerais de faire des stories exprès pour Facebook et pas de repartager. Oh non, 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 non. Je pense que ce serait une perte de temps, honnêtement. Faites tes stories direct. Alors, ça dépend quel est ton réseau social principal. Hein. Mais généralement, comme Instagram a plus de contraintes graphiques, moi je prends Instagram en matrice principale et après je décline sur les autres médias sociaux. Comme ça, au moins, c'est plus simple à gérer. Et je fais toutes mes stories sur Instagram et je les partage automatiquement, mais sans avoir besoin rien de faire sur Facebook, sans les modifier. Alors, il y a certaines stories qui ne seront pas vraiment compatibles avec Facebook. Par contre, l'autre jour, j'ai fait une story de questions et je suis pas sûr que ça soit très facile à gérer sur Facebook. En fait, je me coupe pas de ce levier parce que je partage dessus, mais je vais pas perdre de temps à modifier ma story. Est-ce que tu vas faire un webinaire concernant Instagram, Johanna? Ouais, carrément. Alors, j'en ai déjà fait. Tu peux le retrouver sur YouTube si tu veux, mais je pense que je vais en refaire de toute manière parce que c'est un sujet que j'affectionne particulièrement. Je suis un gros geek d'Instagram et je vais en refaire, je pense. Je t'enverrai. N'hésite pas à me rajouter sur LinkedIn, je t'enverrai le lien si on en fait. Et Pauline, je suis activement en stage chez Marmot en tant que CM. Quels sont tes référents marketing digital sur Facebook et LinkedIn? Très bonne question. Oh, honnêtement, c'est nul de ma part, mais je retiens pas les noms. Honnêtement, Julien, si tu aimes tout ce qui est automatisation, marketing, automation, growth hacking, il est à fond, il a plein d'expérience. Sur Twitter, je suis Matt Navarra, qui est un social media stratégiste et qui a surtout accès à plein de fonctionnalités en avant-première. Ça me permet de communiquer dessus derrière. D'ailleurs, hier, j'ai fait une vidéo, je fais des formats 1 minute où j'explique des éléments de veille pour tout le monde. Et justement, j'avais chopé des screenshots de Matt Navarra sur Twitter. J'ai qui d'autre sur Twitter? J'ai un copain qui s'appelle Dominique Sylvestre, qui est Monsieur Startup à Lyon et qui est pas mal, qui est bon en plein de thématiques web marketing. J'ai qui en très inspirant, j'ai Fabrice, mon petit Fabrice Lutz, qui est expert design systémique et design sprint. Donc son métier, c'est de résoudre des problèmes en gros, et qui est quelqu'un de très très inspirant à Lyon notamment, qui entreprend des belles choses, je trouve, et qui est très curieux et qui partage pas mal sur ses inspirations, notamment via Nouvelle Porte, qui est son blog, où il y a pas mal de podcasts. Il y a le podcast Say sur le brand content aussi sur SoundCloud que j'aime bien. Il y a qui? Il y a Sylvain Tillon sur LinkedIn, c'est un bon expert LinkedIn. Voilà. Et puis sinon, va voir toutes mes publications, j'en parle grave. Voilà. J'espère que je t'ai fait une petite liste. Ça vaut le coup d'investir dans la pub sur Facebook. Est-ce que c'est plus rentable que Google Ads? Alors, entreprise emmène du courtage en assurance pour particulier. Alors, ce que je sais, c'est qu'il y a plein d'assurances qui le font. Est-ce que c'est plus rentable l'un ou l'autre? Je ne sais pas.
Nous, on avait travaillé avec AXA sur LinkedIn, mais on n'avait pas fait de pub. En fait, le mieux, c'est de faire un test AB. Le fait de faire un test AB, c'est de cibler la même communauté de personnes avec le même type de contenu et donc le même type de contenu et le même message pour voir ce qui vous rapporte le plus de leads. Je pourrais pas vous dire ce qui est le plus rentable sur Facebook. Je sais juste que Facebook, à mon avis, bien utilisé, peut être un super moyen de générer du trafic vers votre site web. Est-ce que c'est à ce moment, je sais pas. Il faudrait que mieux que je connaisse l'offre et le marché pour vous dire. Faites des tests, hein. Franchement, honnêtement, c'est ça notre métier. Il faut tester, 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 tester tout le temps. Je le dis à mes clients d'ailleurs, hein, quand on rentre dans une phase de, quand on vient de commencer, on se dit OK, bah, on va lancer du social ads et du SEA. Je leur dis, bah écoutez, moi ce que je vous propose, au lieu de vous raconter des bêtises et de vous dire les social ads ou le SEA c'est mieux, on va tester les deux. On met, je sais pas, on met 200 euros ou 500 euros sur le mois pour voir ce qui marche le mieux. Le premier mois, généralement, ça nous permet de voir ce qu'il faut optimiser. Là, le deuxième mois, on optimise. À la fin du deuxième mois, on finit le test AB, on voit ce qui a mieux marché et on reporte l'intégralité du budget sur ce qui a mieux marché. Voilà. Alors après, peut-être que les cibles ne sont pas les mêmes aussi, hein. L'intérêt de Google Ads, c'est que vous touchez les personnes au moment où ils font leur recherche, donc peut-être que les leads sont plus qualifiés à ce moment-là, quoi. Voilà. Donc j'ai à moitié répondu à ta question, désolé, mais faudrait faire des tests, quoi. Voilà. Bon, bah, j'espère avoir bien répondu à vos questions, en tout cas. Moi, c'est des sujets sur lesquels je me marre bien et sur lesquels je travaille très régulièrement. Il y a un truc que j'aimerais bien vous partager. On est en train, ça y est, je peux le dire enfin. On est en train de développer une plateforme d'e-learning. Ça fait un bon bout de temps qu'on taffe sur le sujet et c'est extrêmement grisant, exaltant, mais c'est aussi beaucoup, beaucoup de boulot. Et j'ai besoin de votre avis sur le nom et sur les contenus qui vous intéressent le plus, parce que sur la plateforme, on va pas développer tous les contenus d'un coup. Bah, vous voyez, par exemple, on parlait de tests. Je préfère créer d'abord des premiers contenus qui intéressent les gens qui viennent à mes webinars pour pas créer de contenu qui ne vous intéresse pas, parce que ça prend beaucoup de temps de créer du contenu. Donc, n'hésitez pas à répondre au formulaire et me dire si ça vous intéresse, serait de faire partie des testeurs. Je sais pas sous quelle forme ça se fera, mais on est à fond les ballons là en ce moment. Donc n'hésitez pas à suivre le projet. Je vais normalement communiquer dessus sur les réseaux sociaux et on pourra en discuter. Voilà, voilà, voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Vous allez tous tout recevoir via email, le replay et la présentation. Comme ça, vous pourrez bien réviser à la maison et on pourra en discuter sur les réseaux sociaux, sur Facebook si vous voulez, sur Instagram ou sur LinkedIn. Il n'y a pas de problème. Bonne journée à tous.